Les policiers en colère après la tragique méprise de l'ambassade d'Irak. Les 3 Irakiens, des diplomates, seront sans doute expulsés. Trafic aérien, retour à la normale demain. La grève du zèle sera suspendue. Nouvelle visite de M. Bouteflika à l'Elysée. La négociation secrète sur le Sahara occidental semble progresser. Tension entre les partis communistes français et espagnols à propos de l'Europe. Invité du journal, Manuel Azcarate, l'un des leaders du PC espagnol. Bonsoir. Des policiers qui manifestent. Spectacle insolite. C'est l'une des retombées de la dramatique fusillade qui s'est produite hier soir devant l'ambassade d'Irak à Paris. Près de 200 inspecteurs des différentes brigades de la police judiciaire se sont réunis cet après-midi dans la cour du 36 quai des Orfèvres pour protester contre une éventuelle libération des 3 membres de l'ambassade d'Irak à Paris, interpellés hier après la fusillade de la rue Appert à Paris. Mini-manifestation au cours de laquelle on a entendu des sifflets, des protestations, et puis c'est un scandale, c'est une honte, il faudrait les calibrer. Le syndicat déclare inadmissible que des hommes d'un service étranger armé interviennent après qu'une réquisition de leur ambassadeur ait provoqué la saisine de la police française. Il estime odieux et insupportable que ces individus, dont l'un s'est ensuite prévalu de l'immunité diplomatique, aient délibérément ouvert le feu contre des policiers français sur la voie publique, alors que l'opération était terminée et que le terroriste était arrêté et neutralisé. Il demande les raisons pour lesquelles ces individus ont été en mesure d'utiliser des armes qu'ils avaient préalablement exhibées devant les policiers dans la rue, hors de l'ambassade, et pourquoi les autorités françaises n'ont pas donné l'ordre de les désarmer préventivement, dès lors que la police nationale était seule compétente pour intervenir. Il semble donc que cet après-midi, l'immunité diplomatique ait été revendiquée par les gens qui ont été appréhendés et que cette immunité diplomatique va jouer pour que ces gens soient libérés. Nous trouvons ce fait intolérable, mais il découle de la loi qui est applicable aussi bien en France qu'elle est applicable dans les pays étrangers. Nous ne pouvons donc pas nous insurger contre la loi. C'est une honte. Nous ne pouvons donc pas nous insurger contre la loi, puisque nous en sommes les défenseurs, bien entendu, mais nous pouvons manifester notre mécontentement en désarmant leurs armes. Une seconde. Voilà, dans la soirée, une délégation de policiers a été reçue par M. Bonnet, le ministre de l'Intérieur, et le commissaire Broussard, qui a participé directement à cette opération de l'ambassade d'Irak hier. Le commissaire Broussard a lancé un appel au calme. Également dans la soirée, on a appris que la garde à vue des 3 membres de l'ambassade irakienne a été prolongée de 24 heures, une décision du procureur de la République. L'interrogatoire donc des 3 fonctionnaires irakiens va continuer. Or pour l'instant, il faut bien l'avouer, il reste encore beaucoup de points d'interrogation après cette tuerie de l'ambassade d'Irak. Alors pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé hier soir, je vous propose de revoir les images de la fusillade. À ce moment, tout semble se dénouer. Sur cette image, les principaux représentants de la police française, les commissaires Ottavioli, Leclerc, et puis le commissaire Broussard, que vous voyez la main dans la poche, tenant vraisemblablement son arme. Ces 3 hommes sont accompagnés du représentant... Voilà, vous avez pu le constater dès hier soir dans notre journal de 20 h, et une nouvelle fois sur ces images, tout se passe très vite. Il est très difficile de se rendre compte qui tire et ce qui se passe exactement. Alors avec Gérard Mérigot, nous allons maintenant décomposer, séquence par séquence, cette scène dramatique. À ce moment donc, tout semble se dénouer. Sur cette image, les principaux représentants de la police française, les commissaires Ottavioli, Leclerc, et puis le commissaire Broussard, que vous voyez la main dans la poche tenant vraisemblablement son arme. Ces 3 hommes sont accompagnés du représentant de la Ligue arabe à Paris, M. Abdoun. Tous les 4 vont parlementer avec le terroriste. Quelques minutes plus tard, il se rendra. Appuyé contre le mur, guettant la scène, un des gardes de l'ambassade, lui et quelques autres, savent déjà qu'ils vont intervenir. Cette intervention, c'est maintenant qu'elle va se produire. Le carnage commence. Tout va très vite.
Une douzaine de coups de feu, 25 secondes d'enfer au total. Cette scène, nous la voyons au ralenti. La fusillade commence. À gauche de l'écran, derrière la portière de la R16, l'inspecteur Jacques Capella vient de mourir. Le terroriste est également touché, il ne sera que blessé. À droite, allongé sur le trottoir, un deuxième policier s'est effondré. Lui s'en sortira. À côté, un de ses collègues essaie d'atteindre les tireurs réfugiés de l'autre côté de la rue. La confusion est totale. Malgré cela, sous les balles, le commissaire Broussard prend en chasse un des gardes irakiens qu'il rattrapera quelques mètres plus loin. Derrière la portière ouverte de la voiture, on aperçoit de nouveau le corps du policier tué. Épargné comme par miracle, le commissaire Rotavioli, au moment où la fusillade s'arrête, sort de la R16 pour reprendre la direction des opérations. 25 secondes plus tard, les tirs ont cessé. D'une des portes cochères, l'un des tireurs irakiens est débusqué et arrêté. Pendant ce temps, les ambulances emportent les blessés, 3 au total, dont 2 policiers. Trois des gardes de l'ambassade seront arrêtés, un qui le sera discrètement et les 2 autres que nous voyons sur cette image. Voilà donc pour les images de cette affaire dramatique. Apparemment, entre l'Algérie et la France, le dialogue ouvert a repris. Je dis dialogue ouvert car ce sont les 2 mots employés par M. Valéry Giscard d'Estaing dans le message qu'il a adressé au président algérien Houari Boumedienne. Et passant de la parole aux actes, le président de la République a reçu en fin d'après-midi, pour la 2e fois en 3 semaines, à l'Élysée, le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Bouteflika. Principal sujet de conversation entre les 2 hommes, ce n'est pas une surprise, le conflit du Sahara occidental, pour lequel la France noue les fils d'un processus de négociation. Philippe Châtenay a interrogé M. Bouteflika à sa sortie de l'Élysée. Je me félicite tout d'abord de l'intérêt de la France à rechercher une solution. Je me félicite d'autant plus que c'est exactement comme cela que nous avons toujours imaginé le rôle de la France dans la région. La France a des intérêts importants avec chacun des partenaires. Ces intérêts sont anciens. Potentiellement, ils demeurent importants avec les uns et avec les autres. Et parce que c'est un pays méditerranéen, parce qu'il y a ses intérêts, parce que c'est un membre permanent du Conseil de sécurité, parce que d'autres raisons que dicte, j'allais dire, le cœur et la raison sont là. Nous avions toujours espéré que la France puisse jouer précisément la qualité de ses rapports et de ses liens avec les uns et les autres pour essayer de faire revenir la paix sur la base de la justice. Je crois que tous les pays de la région se préoccupent d'une solution rapide. Plus rapide elle sera, plus elle sera bénie par tous les pays et tous les peuples de la région. Mais il n'y a pas de doute que les solutions politiques sont un petit peu comme une convalescence. La maladie vient trop brutalement, elle frappe, elle abat, et la convalescence met peut-être un peu plus de temps. Ce qui est absolument certain, c'est que l'Algérie mettra tout ce qui est en son possible pour accélérer ce processus de convalescence. Mais je serai très certainement un prophète un peu présomptueux que de vouloir préjuger d'ores et déjà de la rapidité de l'issue. Les conversations entre le président Giscard d'Estaing et le ministre algérien des Affaires étrangères, qui auront duré plus d'1 heure et demie, ont donc porté essentiellement sur la recherche d'une solution pacifique au problème du Sahara. Ces conversations semblent d'ailleurs avoir marqué un net progrès. Certes, il reste beaucoup de chemin à parcourir, surtout auprès du Maroc et du Front Polisario, mais il y a une réconciliation qui semble en bonne voie, c'est celle entre la France et l'Algérie, après une brouille causée par ce problème du Sahara et qui dure depuis 3 ans déjà. En 1975, au moment de la visite à Alger du président Giscard d'Estaing, la première visite d'un président français à l'Algérie indépendante, on pouvait raisonnablement espérer voir se cicatriser enfin les blessures de la guerre d'Algérie et se développer sur de nouvelles bases une coopération que tant le président français que le président Boumedienne jugeaient nécessaire. En fait, depuis 3 ans, les relations entre la France et l'Algérie n'ont cessé de se dégrader, de s'envenimer, au point de remettre en cause même les domaines de coopération purement bilatérale.
À l'origine de cette brouille, le désaccord fondamental entre Paris et Alger sur le problème du Sahara occidental. La France s'est rangée derrière le Maroc et la Mauritanie, qui se sont partagés le Sahara, alors qu'Alger soutient le Front Polisario, qui se bat pour créer un État indépendant. Or, depuis quelques semaines, la France cherche à résoudre pacifiquement le conflit du Sahara. Certes, on n'en est encore qu'au premier pas, mais deux éléments démontrent que cette initiative est la bienvenue. La première est la visite ce soir à l'Élysée du chef de la diplomatie algérienne, Abdelaziz Bouteflika. La deuxième, l'entrevue prévue pour demain entre Valéry Giscard d'Estaing et le président Houphouët-Boigny, qui pourrait apporter à cette initiative française une caution africaine neutre. Les aiguilleurs du ciel, reprise du travail demain, comme prévu, mais l'épée de Damoclès subsiste toujours au-dessus de la tête des passagers, des compagnies aériennes et des agences de voyage, car les contrôleurs aériens décideront demain, au cours d'Assemblée générale, s'ils poursuivent ou non leur grève du zèle le week-end prochain. À noter cependant une très nette amélioration de la situation dans presque tous les aéroports aujourd'hui. Jean-Claude Renaud est allé à Roissy pour le constater. Roissy aujourd'hui n'a pas semblé très touché par la grève du zèle des aiguilleurs. L'ambiance est moins feutrée que d'habitude, on constate encore un certain désordre, mais finalement pas beaucoup plus que les jours de grand départ. Sous le tableau d'affichage, des sièges sont disponibles et les passagers accueillent l'annonce des retards, encore nombreux mais moins longs, avec une tranquille philosophie. À Orly, les départs s'effectuent beaucoup mieux. Après les 3 jours de pointe du week-end, la foule des voyageurs exténués et mécontents a disparu. Amélioration aussi en province, à Bordeaux, Marseille et Lyon, sauf vers le Maroc. 350 Marocains ont dû être hébergés dans des foyers après l'annulation des vols supplémentaires d'Air Maroc. À l'étranger, les pays les plus touchés sont la Grande-Bretagne, l'Afrique du Nord, le Portugal et l'Espagne. Quant aux vacanciers qui sont bloqués dans un aéroport, s'ils ont fait appel à un organisateur de voyage, ils devront désormais payer les frais dus au retard. C'est ce qu'a décidé ce soir le syndicat national des agences de voyage. Si la grève devait continuer pour le week-end prochain, je sais que tous mes confrères sont unanimes sur ce plan. Ils ne peuvent plus, aujourd'hui, assurer les dépenses exceptionnelles résultant de cette grève. Rien à voir avec la grève des aiguilleurs du ciel, c'est un orage, une véritable tornade qui est responsable de l'accident d'un hélicoptère Puma qui s'est produit hier matin en Méditerranée au large de Bandol. À bord de l'hélicoptère, il y avait 6 militaires, ils ont été tués au cours de l'explosion en vol de leur appareil. Il est fort possible que l'hélicoptère ait été foudroyé au cours de l'orage. Les témoins l'ont vu se transformer en une boule de feu avant de disparaître en mer. Les orages de l'été responsables de beaucoup d'accidents. Il y a eu 3 morts, je vous le rappelle, hier à Saint-Valery-en-Caux à cause de l'orage. Ça s'est passé près de Dieppe, donc 250 maisons sinistrées, plusieurs millions de dégâts. Alors Laurent Broumed, est-ce qu'il faut craindre encore de tels orages sur la France ? Eh bien Gérard, le temps ne commencera à s'améliorer qu'à partir de demain soir. C'est-à-dire qu'il faut encore redouter des orages demain, même s'ils sont moins violents. Je voudrais vous signaler que le cas de la région de Bandol n'est pas isolé. Le record des pluies pour les derniers jours s'est trouvé à Lubersac, en Corrèze, avec 82,4 mm d'eau en 24 heures. Pourquoi ce déluge? Nous espérions l'autre jour que les zones de très beau temps installées au large de l'Atlantique rejoindraient celles de l'Europe centrale. En réalité, malheureusement, il s'est insinué entre les deux une poche de mauvais temps qui tournoie actuellement au-dessus de la France. Demain, eh bien, j'ai divisé la carte de France en 3 parties. Première zone, depuis le Var jusqu'aux Alpes, au Jura et aux Vosges, c'est-à-dire en gros de Toulon à Épinal, beaucoup de nuages avec des averses orageuses, parfois abondantes, et puis des vents du sud-ouest qui basculeront du sud-est vers le nord pendant la journée. De l'autre côté, c'est la deuxième zone qui n'est pas favorisée, la Bretagne et la Vendée avec des pluies de courte durée, disons des averses, et des vents, attention pour les plaisanciers, des vents assez forts ou forts qui eux tourneront du sud-ouest vers le nord-ouest. Et puis dernière zone, le reste du pays, avec un temps qu'on peut qualifier de variable, des nuages, quelques averses, et puis heureusement quelques éclaircies, particulièrement belles sur le centre, le Languedoc et le Roussillon. Mais je vous l'ai dit, l'amélioration, elle est plutôt pour jeudi. Alors malheureusement, il y aura encore des nuages sur les côtes de la Manche, avec quelques averses, sur la frontière du nord et les frontières de l'est. Mais sur le reste du pays, les averses seront très rares, et on peut dire même que les éclaircies seront très belles dans le midi. Les températures en profiteront pour remonter un petit peu, annonçant un lendemain un peu meilleur. Mais il faut bien dire, Gérard, qu'avec ce temps instable, être pessimiste,
on est plus pessimiste qu'optimiste, malheureusement, ça devient de plus en plus difficile pour la météorologie. Oui, et cela ne va pas rassurer les quelques 6 millions de Français qui passent leurs vacances sous la toile. Je veux parler des campeurs. Vous savez qu'Antenne 2 vous donne un rendez-vous demain soir, mercredi 2 août à 21h25. Jean-Pierre Elkabbach vous présentera notre magazine Question de temps. Il sera consacré au camping, les conditions de vie, la sécurité, la pollution, le surpeuplement dans les campings. Imaginez un peu, il y a 2 millions de places en France. Il y a donc 6 millions de Français qui campent, sans compter les 2 millions d'étrangers. Demain donc, 21h25, Question de temps. Il y a un autre thermomètre qui ne va pas fort. C'est celui qui indique la cote du dollar. On peut se demander ce soir jusqu'où il va encore baisser. Jusqu'où va encore baisser cette monnaie américaine qui a coté aujourd'hui 188 yens à la bourse de Tokyo. Nouveau record historique. À Paris, le dollar était encore en baisse également. Il valait 4 francs 35, 2 centimes de moins qu'hier. Alors pourquoi cette baisse? Explication de René Cédillo, l'historien de l'or. Cette hausse de l'or, pour l'essentiel, elle est faite de la baisse du dollar. Car en termes de francs, on a déjà vu l'or à un cours plus élevé. En 1974, le kilo d'or, le lingot, a été coté à plus de 29 000 francs. C'est donc bien le dollar qui baisse, bien plus que ce n'est l'or qui monte. Mais enfin, le marché de l'or est équilibré. Il y a une demande constante, une demande pressante. Rien que les bijoutiers, ils consomment 1000 tonnes d'or par an, ce qui équivaut à toute la production d'or. Et puis, il y a les frappes de monnaies et médailles, il y a les besoins de la prothèse dentaire ou de l'électronique. Tout cela, ça absorbe sans difficulté les ventes d'or que font les Russes, les Américains et le Fonds monétaire international. Alors, il y a les particuliers aussi. Et les particuliers, alors les particuliers, eux, absorbent la différence et ils sont toujours preneurs. Et ce sont eux qui actuellement provoquent le plus ce mouvement ou pas? Eh bien, les particuliers, certainement, sont demandeurs d'or, mais, je le répète, c'est le dollar qui baisse et c'est ça le phénomène essentiel. Télégramme de l'étranger. Négociation en cours, m'a confirmé il y a quelques minutes Michel Meyer, notre correspondant en Allemagne. Négociation pour un échange entre le dissident soviétique Tcharansky et des agents de l'Est condamnés et emprisonnés en Allemagne fédérale pour espionnage. La justice ouest-allemande dément cet échange éventuel, mais du côté de Washington, on confirme qu'il y a bien eu des contacts récemment entre l'Union soviétique et les États-Unis. Argentine, attentat contre le chef d'état-major de la marine qui devait très bientôt faire partie de la junte militaire. Il n'a pas été touché, mais sa fille et un garde du corps ont été tués. Un attentat qui s'est produit le jour même où l'ex-général Videla devient président civil de l'Argentine. Un début pour ce que les autorités appellent une démocratisation. Message de Valéry Giscard d'Estaing au président syrien Hafez el-Assad. Il contient sans doute des renseignements concernant la situation des chrétiens au Liban. Début en Irak, à Bagdad, du procès d'Anwar el-Sadat, le président égyptien, jugé au nom d'Allah et au nom du peuple arabe pour haute trahison. Bien évidemment, le président Sadat ne s'est pas présenté à l'audience. Enfin, nouvelle tension au Liban, où les contacts entre Israël, les Nations Unies et les autorités libanaises se poursuivent pour débloquer la situation créée hier par l'arrêt de la progression de l'armée libanaise dans le sud, arrêt provoqué par les milices chrétiennes. Obstacle de dernière minute, et qui n'est pas le seul, loin de là. Il faudra aussi compter avec les Palestiniens, et cela à un mois seulement du retrait des casques bleus français de toute cette zone. Nakoura, à la frontière entre le Liban et Israël, la 420e division de soutien logistique rentre au camp de base des forces des Nations Unies. Les 1200 casques bleus français installés au sud Liban depuis le mois d'avril achèvent la première phase de leur mandat. Ils ont perdu 4 hommes, ils ont relevé une quinzaine de blessés dans les accrochages avec les milices chrétiennes ou les Palestiniens, et pourtant leur action n'a pas été négligeable. Ces hommes ont par exemple désamorcé plus de 3 milliers de mines sur les routes du Liban Sud, permettant ainsi le retour de 50 000 réfugiés dans leur village. Les casques bleus n'ont pu désarmer les milices, mais pour les généraux de la FINUL, la force des Nations Unies au Liban, la mission est largement accomplie.
Pour faire le bilan de notre action ici, il suffit de savoir que depuis 3 mois que la FINUL est ici, donc que le bataillon de combat français, un des 2 bataillons français sur place, il n'y a pas eu d'affrontement entre les Palestiniens et les miliciens chrétiens du Sud. Donc pour moi, la mission est remplie, jusqu'à présent. Un retrait des 5000 casques bleus du Liban Sud mettrait à nouveau face à face les Palestiniens et les milices chrétiennes, séparés seulement par cette zone de quelques 10 km de large, contrôlée par les soldats de l'ONU. Mais les casques bleus ne parviennent pas à occuper les positions des milices. Un exemple, le château de Beaufort, cette ancienne forteresse bâtie par les croisés, aujourd'hui le dernier bastion de la résistance palestinienne au sud Liban. L'escalade est le seul moyen pour y accéder. Cette position appartient en principe aux forces des Nations Unies. En fait, elle est tenue par les Fédayines qui refusent de céder la place tant que les milices chrétiennes du commandant Haddad n'auront pas évacué la frontière entre le Liban et Israël. Le gouvernement libanais n'a pas pris une décision jusqu'à maintenant quoi faire avec les milices de droite de Saad Haddad au sud. Et vous savez bien que les milices de Saad Haddad collaborent totalement avec les Israéliens. On peut dire même qu'ils sont des mercenaires des Israéliens. Ils sont payés par les Israéliens, ils ont les armes israéliennes, ils ont tous. Même les ordres viennent de Tel Aviv ou de Jérusalem. Ça veut dire que les milices de droite de Saad Haddad sont des mercenaires ou sont des Israéliens. À la forteresse de Beaufort, les Palestiniens autorisent seulement 2 observateurs des Nations Unies à venir, sans armes, à bord de leur voiture frappée du sigle de l'ONU, faire le point de la situation. Les milices chrétiennes n'en font pas plus de leur côté. Les combattants du Liban Sud affirment tous pourtant qu'ils sont prêts à remettre leur position à l'armée libanaise quand elle sera reconstituée. Un vœu facile à formuler, car chacun sait que l'armée libanaise ne sera jamais assez puissante pour prendre position à la place des milices au sud Liban. L'entrée de l'Espagne dans le marché commun, apparemment entre communistes espagnols et communistes français, les Pyrénées existent toujours. Manuel Azcárate, l'un des principaux dirigeants du Parti communiste espagnol, partisan déclaré de l'eurocommunisme, a parlé hier de démagogie, de sensationnalisme et de patriotisme de clocher à propos des arguments employés par ses camarades français contre l'entrée de l'Espagne dans l'Europe. Réponse de l'Humanité ce matin, nous avons adopté des décisions conformément à l'intérêt national, indissociables de celui des travailleurs et de celui de l'Europe des peuples. Manuel Azcárate, merci d'être avec nous en direct de Madrid. Pourquoi avez-vous déclenché cette polémique? Nous avons été surpris par une campagne qui a présenté l'entrée de l'Espagne dans le marché commun comme une véritable menace, alors que tout le monde sait que du point de vue économique, l'entrée de l'Espagne va exiger un processus d'au moins 5, sinon plus d'années. Quant à la décision politique, il nous semble qu'elle est importante et nous considérons qu'elle correspond aux intérêts de la démocratie en Espagne et en général aux intérêts des forces démocratiques, des forces de gauche sur le plan européen. Alors, devant cette campagne, j'ai exposé certaines des raisons pour lesquelles je considère que c'est une campagne irrationnelle qui ne présente pas la réalité des faits. Oui, Monsieur Azcárate, vous affirmez que cette campagne du Parti communiste français fait ressurgir les vieux démons réactionnaires. À quoi faites-vous allusion exactement, précisément? Je pense que ce type de campagne de chauvinisme, de clocher, de tendre à s'enfermer, et chacun dans des frontières qui aujourd'hui, du point de vue économique, sont pratiquement dans la réalité des faits, dépassés par un processus de européisation de la vie économique, nous croyons que c'est une campagne négative. Et une campagne réactionnaire, c'est ça? Je n'ai pas dit que c'est une campagne réactionnaire, j'ai dit que c'est une campagne qui réveille des démons qui peuvent se retourner contre les forces de gauche. Mais il y a une question politique, c'est l'Espagne est-elle partie ou non de l'Europe? Et nous, de même que les autres forces de gauche, en Europe, nous aspirons à ce que nous disons une Europe des peuples, une Europe des travailleurs. Alors comment imaginer que cette Europe, l'Espagne n'en fait pas partie? Oui, mais alors c'est pourquoi nous argumentons cette question.
Oui, mais vous l'avez fait d'une façon très violente et vous semblez faire un peu marche arrière aujourd'hui. Alors, à vous entendre aussi, on a l'impression que l'eurocommunisme, à savoir le Parti communiste italien, le Parti communiste espagnol, vous et le Parti communiste français, l'eurocommunisme, c'est fini. Mais non, je n'ai pas employé de la violence, je ne fais pas marche arrière. J'ai donné hier un jugement sur le ton d'une certaine campagne. Mais l'eurocommunisme ne dépend pas d'une polémique ou d'une différence sur une question ou sur une autre. Qu'il y avait une différence, par exemple, entre les communistes français et nous-mêmes sur cette question, nous le savions depuis longtemps. Ce qu'il y a eu de nouveau, c'est le déclenchement de cette campagne agitative ces derniers jours, à laquelle nous avons dû répondre. Mais la contradiction existait. L'eurocommunisme est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est à mon avis un courant historique à travers lequel les principales forces communistes d'Europe occidentale, ou en tout cas certaines des principales forces communistes d'Europe occidentale, adoptent un chemin de voie démocratique vers le socialisme, vers un socialisme dans la liberté. Monsieur Azcárate, merci. L'Europe encore, avec cette fois les déclarations de Jean Le Canuel, le président de l'UDF, au cours de l'université d'été des jeunes du CDS, réunis à Port-Cros. Les élections européennes constituent un immense espoir, les Français pour tous les peuples d'Europe. Non, pardon, excusez-moi, je reprends la déclaration exacte de Jean Le Canuel. Les élections européennes constituent un immense espoir pour les Français et pour tous les peuples d'Europe. L'Europe, jusqu'à présent, était une Europe de techniciens. Les Français vont désigner leurs députés à l'Assemblée européenne. L'Europe va devenir populaire. Il s'agit ainsi de bâtir une société tout à fait nouvelle. Puis, répondant à Denis Boer pour Antenne 2, Jean Le Canuet a commenté les candidatures RPR aux 4 prochaines élections législatives après les annulations du Conseil d'État. J'ai appris que pour les élections partielles, RPR voulait présenter des candidats, semble-t-il, dans toutes les circonscriptions. Je crois que c'est un combat qui ne s'imposait pas dans des élections partielles et qu'il eût été préférable de manifester l'entente, la solidarité de la majorité, puisqu'il y a peu de mois, les Français, dans les circonscriptions qui vont être mises en renouvellement, avaient marqué leur préférence, tantôt pour un RPR, tantôt par un UDF. Mais si M. Chirac préfère la compétition, eh bien, nous y ferons face, mais je crois que c'est une erreur de sa part. Après un voyage de 2 semaines dans les territoires français du Pacifique, où il a successivement visité la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, Jacques Chirac rentre en France demain. Partout, il a reçu un accueil chaleureux et souvent pittoresque. Dans ses interventions, le président du RPR a surtout voulu insister sur la solidarité entre la métropole et les territoires d'outre-mer, tout en lançant un avertissement aux partisans de l'indépendance, dont l'audience s'accroît. Mais M. Chirac s'est refusé, au cours de son voyage, à commenter les problèmes internes que connaît actuellement la majorité. Dans l'actualité de la journée, il y a également un déjeuner, tête-à-tête. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, et Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée. 2 heures d'entretien, aucun commentaire à la sortie pour le maire de Bordeaux. Aucun commentaire non plus pour les intéressés après un tout autre événement. Il s'agit cette fois du mariage entre Kristina Onassis et M. Kaouzov, fonctionnaire soviétique. Ça s'est passé aujourd'hui à Moscou, au Palais des Mariages. Il lui a dit « da », elle lui a dit « da ». Ils se sont donc dit « ya tibia lubliu », c'est-à-dire « je t'aime », traduction avec l'aide de Olga Polyakov, notre réalisatrice. Monsieur Kaouzov est devenu Monsieur Onassis, ce qui est autorisé par la loi soviétique. Et puis après un dernier pied de nez aux journalistes qui les attendaient, ils ont disparu vers la Sibérie et le lac Baïkal, où ils vont passer leur lune de miel. Bernard Marchetti. Les voilà, ils sortent du palais des mariages à Moscou. Sergueï Kaouzov et Kristina, née Onassis, sont mariés. 2 témoins, pas d'invités. Une cérémonie toute simple où même la télévision n'était pas admise. Kristina a 27 ans, une fortune de 700 millions de dollars, la nationalité grecque et le cœur international. Son premier mariage en 71 était sous pavillon américain, le second en 75 sous pavillon grec. Le troisième aujourd'hui arbore le drapeau rouge. Ces 50 pétroliers, l'une des plus grandes flottes privées du monde, battent plus commodément pavillon libérien. Son nouveau mari, 37 ans, simple fonctionnaire soviétique mais spécialiste des transports maritimes, l'a emmené en voyage de noces sur le lac Baïkal en bateau, bien sûr.
Une page sportive pour terminer ce journal avec l'extrait d'un document exclusif ramené par Dominique Duvauchel de la République démocratique allemande. Véritable radioscopie du système sportif est-allemand qui obtient ô combien de résultats dans toutes les compétitions internationales. Vous pourrez voir demain après-midi sur Antenne 2 cette enquête dont voici maintenant quelques minutes consacrées aux Spartakiades. Ce sont de mini-jeux olympiques organisés pour les jeunes. La collaboration entre le sport scolaire et le sport civil trouve son expression la plus achevée dans le mouvement des Spartakiades, auquel prennent part 90% des enfants et des adolescents. Mais qu'est-ce qu'une Spartakiade? Manifestation originale et surprenante. Regardez bien, vous n'en verrez aucune dans les pays occidentaux. Il est 7 h du matin, à la gare de Bergen, près de Rostock. Nehmen nur Aufstellung die Teilnehmer am Marschblock. Ich begrüße die Spartakiade-Teilnehmer aus dem Teil Sassnitz, Fahrrad. La Spartakiade débute par une remise de gerbes sur la tombe du soldat russe inconnu tombé pour vaincre le nazisme. Puis, à l'image des Jeux Olympiques, la flamme part vers le stade. Le cortège est précédé par des drapeaux nationaux et ceux des organisations de jeunesse, civiles et militaires, des syndicats aussi. Ils traversent la ville pour se rendre au stade. À 17h10 demain sur Antenne 2, ce document exceptionnel sur le sport en République démocratique allemande. Et à 23h15 ce soir, toujours sur Antenne 2, la dernière édition du journal avec Hervé Claude. Je vous souhaite une très belle soirée.